Marie-Christine et Ségolène Point, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Les Fesses du Baron, opérette en un acte. En quoi la pièce est-elle une opérette et pouvez-vous expliquer son titre plutôt curieux? Oui, donc nous avons écrit cette opérette, Les Fesses du Baron, parce que nous avons voulu en fait construire un texte et à la fois avec des dialogues de théâtre, avec des répliques très mouvementées, très colorées, et à la fois induire des chansons. Et en ce sens, on appelle ça une opérette. Et les chansons ont une grande importance dans cette pièce parce que déjà elles apportent une respiration, un intérêt particulier, un point d'arrêt, et également elles permettent de comprendre davantage le personnage qui chante. Parce que le personnage, lorsqu'il chante, il s'exprime, il parle de lui, mais il exprime aussi sa personnalité en fonction de l'action qui est en train de se dérouler. Donc c'est doublement intéressant d'avoir et à la fois le plaisir de la musique et à la fois cette vie autour de ces personnages. Alors par rapport à la musique, en fait, nous avons écrit les chansons en musique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les chansons ont un rythme bien écrite, accordé. Cependant, nous n'avons pas publié de livret musical volontairement parce que nous avons voulu laisser le choix à la future metteuse en scène ou au futur metteur en scène qui voudrait adapter la pièce de pouvoir apporter la mélodie qu'il veut. Donc elle existe, mais on laisse la liberté totale pour une création future. Et Les Fesses du Baron, pardon, c'est vrai que ce titre il est un petit peu rigolo. Alors Les Fesses du Baron, ce n'est pas comme on pourrait l'entendre les fesses du baron, ce sont les fesses qui gravitent autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme qui est très, comment dirais-je, Convoité, merci. Il est très convoité par des femmes qui sont un petit peu des courtisanes. Et vu que c'est un baron, des femmes aimeraient qu'il les épouse afin de pouvoir bénéficier de ce titre, de protection, de l'argent, d'une vie plus luxueuse, d'une supériorité dans le rang social, hiérarchique. Et en fait, ce baron, il a plein de femmes qui gravitent autour de lui. Et en fait, lui, il a un petit peu le choix, quelque part. Parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent. C'est un homme à l'époque. Et donc, en ce sens, on appelle ça les fesses du baron, qui sont prêtes à chercher quelque chose en échange. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est un titre un peu réducteur, puisque les femmes sont des fesses, mais c'est volontairement réducteur parce que c'est un marché très clair, même s'il n'est jamais nommé, qui fait que ces femmes-là vont vendre leur beauté, chercher à vendre leur beauté contre une reconnaissance sociale. Voilà. Donc c'est ce qui explique le choix de ce titre. Alors, est-ce que cette pièce a un ancrage historique particulier? Oui, alors je vais répondre à cette question. Oui, elle a bien sûr un ancrage historique particulier. La situation se passe dans les années 1900, dans la société parisienne, et c'est l'époque où on voit émerger les demi-mondaines, ce qu'on a appelé les cocottes, qui tentent de sortir de leurs conditions en utilisant leur beauté et en recherchant l'homme riche et connu et célèbre qui va pouvoir les faire vivre, les entretenir. Mieux encore, les épouser peut-être, mais déjà les entretenir. Alors nous nous sommes inspirés de cocottes célèbres comme Liane de Pougy, il y avait aussi la belle Otero, la Caroline Otero, ou bien je me souviens, Cléo de Mérode. Donc on s'est beaucoup Émilienne d'Alençon. Voilà, et on s'est beaucoup documenté sur ces personnes pour créer nos personnages. Et donc ces deux cocottes qui sont les personnages principaux, qui s'appellent Louise de Bringue et Émilienne d'Alésiane, gravite autour de ce baron qui s'appelle le baron de Flouze et qui fait penser d'ailleurs par certains traits au baron de la vie parisienne de Offenbach. Le baron de Gondremarck. Gondremarck, voilà. Alors, c'est une pièce plutôt courte, pourtant les personnages ils sont nombreux.
Comment ces personnages peuvent-ils évoluer en un temps si court, si condensé? Alors oui, c'est vrai que c'est une pièce assez courte, mais les chansons justement qui la ponctuent l'habillent beaucoup et lui donnent une profondeur, en fait, une amplitude. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, la rapidité, c'est un parti pris. Nous avons voulu créer une pièce rapide, avec des situations qui s'enchaînent, des entrées, des sorties de personnages, qui créent comme un tourbillon, un petit peu à la façon du vaudeville, c'est un petit peu ce genre-là. Et il faut absolument que ça aille vite. C'est ce qui crée les situations cocasses, beaucoup de quiproquos, de malentendus, de revirements, etc. Et c'est ce qui crée le comique, parce que notre pièce est volontairement comique. Voilà. Et donc, pour situer un petit peu l'intrigue, il y a ce baron qui est entouré de ces deux femmes, et ce sont ces trois personnages qui créent l'intrigue. En fait, l'intrigue, c'est laquelle des deux va être choisie par le baron. Mais autour de ces deux personnages gravitent des personnages secondaires, surtout autour de la plus jeune des deux femmes. Et ce sont des gens qui n'ont rien à voir, des personnages qui n'ont rien à voir avec cette intrigue. Il y a un fiancé, une sœur, un neveu, il y a aussi la bonne qui va se mêler de la situation. Et chacun de ces personnages a des préoccupations complètement différentes, ce qui fait intervenir justement des mondes sociaux complètement disparates. Il y a la paysannerie, la domesticité, toutes ces classes sociales vont se confronter. Et justement, le ressort dramatique est là-dedans, dans ce choc, parfois houleux, entre tous ces personnages. Alors la fin est très surprenante. Comment imaginez-vous la création d'une telle pièce? C'est toi qui réponds. Ouais. C'est une pièce, encore une fois, haute en couleurs. En fait, lorsque des personnes lisent cette pièce, elles rient. C'est un fait, on nous l'a déjà dit, donc ça nous fait plaisir. Après, si une pièce telle est montée, il y a tout intérêt à apporter le rire et l'émotion humoristique qu'on a voulu y apporter. Et en plus, on a voulu donc créer dans cette pièce une intrigue à crescendo. C'est-à-dire que la fin doit être comme... on espère qu'elle crée cette réaction chez les gens. Mais pour nous, c'est une fin qu'on a voulu, donc déjà humoristique, assez osée, assez originale aussi. Et voilà, comme une bouffée de naturel et d'indépendance. La fin, c'est un petit peu comme un feu d'artifice. Ouais. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Parce que la fin n'est pas vraiment dans le prolongement de l'intrigue. C'est la résolution de l'intrigue, bien sûr, il y a une logique. Hein, mais c'est complètement un petit peu éclaté, on pourrait dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire revivre cette époque? Ce qui nous a poussé, c'est un certain intérêt pour ces cocottes, qui s'est développé à la lecture de plusieurs textes. Parce qu'on a été un petit peu fascinés par le courage de ces femmes qui cherchaient à sortir de leurs conditions en utilisant les moyens qui étaient à leur portée, c'est-à-dire leur beauté. Évidemment, on a été aussi séduits par la beauté de ces femmes, le courage qu'elles avaient à se lancer dans des conquêtes très compliquées. Et on a été séduite aussi par le goût du scandale qui les accompagne. Parce que ce sont des femmes qu'on appelait les irrégulières, qui côtoient les épouses régulières et qui souvent les supplantent et ont un panache bien plus grand que évidemment les épouses régulières, et qui n'ont peur de rien, et qui n'ont pas peur de se montrer dans des situations absolument délirantes, dans le tout Paris, etc. Mais ces femmes-là, excuse-moi, juste je voulais dire, ces femmes-là ont pour elles la beauté, mais pas que la beauté. Souvent, elles savaient chanter, elles savaient danser, elles se représentaient dans des scènes de cabaret très à la mode, elles innovaient des spectacles. C'était vraiment la fête à tout va en 1900 à Paris. Et en fait, elles se servaient de tout ce charme et de toutes ces premières figures qu'elles incarnaient dans les fêtes mondaines parisiennes pour pouvoir évoluer dans la société. Donc elles avaient aussi beaucoup de choses artistiques, ou qui s'en approchaient en tout cas, même si elles n'étaient pas toutes très douées. Mais il y avait des actrices, il y avait des danseuses, des chanteuses de cabaret, en tout genre. Et en fait,
voilà, elle crée un petit peu le spectacle. Et ce de qu'on pourrait dire aussi, c'est vrai, on pourrait dire que ce sont les premières stars en fait. C'est-à-dire que ce sont elles qui les premières se sont faites photographier en adoptant des poses très mystérieuses pour créer tout un climat. Elles ont construit des images de stars. C'est les premières stars, les premières people en fait, qui ont construit cette façon de faire rêver en posant de manière un petit peu posant maniérée. et en vivant différemment, en vivant avec du scandale, avec des rebondissements, avec des tas de potins, des tas de choses comme les stars de maintenant.